Thaïlande, mais également le consulat de France qui viendra nous parler un peu des différentes missions dont ils ont la charge. Et enfin, une 4e conférence à 15h30 sur les questions de santé et prévoyance avec notamment la Caisse des Français de l'étranger, la compagnie Billows ou l'Association française de bienfaisance qui seront présentes à cette occasion. Sans garder la parole plus longtemps, je voudrais avant tout remercier les conseillers du commerce extérieur d'être présents avec nous aujourd'hui à l'Alliance française et de nous faire l'honneur de leur présence et de leur expertise aussi dans les domaines très particulièrement intéressants dans un contexte post-Covid. Et je laisse surtout la parole à monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France en Thaïlande, Rémi Lambert. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Sylvain, Monsieur le Président de l'Alliance française de Bangkok, Mesdames et Messieurs les conseillers du commerce extérieur. Et chers amis, je vais juste dire quelques mots au nom de l'ambassade en tant que chargé d'affaires, puisque actuellement notre ambassadeur jusqu'au début du mois, Thierry Matou, a cessé ses fonctions. Il est parti vers un pays voisin. Et vous aurez le plaisir d'avoir un nouvel ambassadeur dans une dizaine de jours, Jean-Claude Poinbeuf, qui connaît bien la Thaïlande puisqu'il y a déjà servi. Il a déjà servi au début de sa carrière et il a été ambassadeur dans un pays voisin, au Cambodge. Donc un ami de la Thaïlande, bientôt à la tête de l'ambassade et ici de la communauté française. Alors, juste quelques mots pour remercier l'Alliance française de Bangkok de tenir cette journée Vivre et travailler en Thaïlande. Et je voudrais dire que je suis très heureux qu'on se soit dans ce bâtiment, qui est la plus belle alliance française d'Asie du Sud-Est et sans doute une des plus belles d'Asie. Dire que en Thaïlande, nous avons actuellement une communauté française qui ne cesse de croître. Merci d'ailleurs aux agents du consulat, mais aussi à tous les réseaux qui en Thaïlande contribuent à apporter leurs services à cette communauté. Si on prend par communauté consulaire, aujourd'hui, c'est en Thaïlande que se trouve la première communauté française d'Asie-Pacifique. Donc une attention considérable de la part de nos autorités. Nous avons, en Asie-Pacifique, la France a une stratégie Indo-Pacifique qui a été illustrée par la visite du président de la République l'année dernière, qui a été illustrée par la visite de ministres, le ministre du Commerce extérieur au début de l'année, et qui donnera lieu à d'autres visites, la ministre de l'Enseignement supérieur, dans quelques semaines. Donc une grande attention, en tout cas de la part de l'ambassade, sachez-le. Je voulais remercier les conseillers du commerce extérieur pour leur action, leur animation de l'activité du lien économique entre la France et la Thaïlande, remercier les réseaux des associations qui est très dense, les consuls honoraires qui apportent aussi leur service à notre communauté et tous les partenaires présents. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien et je suis là aujourd'hui pour animer la table ronde. Mais peut-être avant de commencer, je souhaiterais faire honneur à Jean-Sol Macher. Jean, si tu veux bien te lever une seconde, le nouveau conseiller économique de l'ambassade de France. Bonjour à tous. Merci. Je vais prendre très peu de temps, mais j'aimerais présenter les missions du service économique rapidement et vous dire ce que le service économique peut vous apporter notamment. Donc le service économique a un rôle de veille notamment et d'analyse de la situation économique de la Thaïlande avec l'objectif d'informer les milieux d'affaires présents ici, à Paris, sur les opportunités ou les risques présents dans le pays. Donc typiquement la présentation qui sera faite par les CCE sur les perspectives économiques du pays aurait pu nous être sous-traitée, mais bien sûr il n'est pas garanti qu'on aurait fait mieux que des gens extrêmement expérimentés dans le pays. Et puis on a un rôle éventuellement d'appui aussi de vos démarches auprès des autorités
Alors, pas des appuis individuels aux entreprises en général. En revanche, tout ce qui peut nous être remonté comme signaux faibles, on a du mal à dédouaner des produits, on a du mal à toucher des aides à l'investissement qui nous avaient été promises, etc. Tous ces signaux faibles, on les reçoit, on les traite, on les porte au-devant des autorités quand on les rencontre, afin de permettre le meilleur développement possible des activités françaises dans le pays. Je vous remercie et à très bientôt, j'espère, pour certains d'entre vous. Merci. Merci Jean. Alors aujourd'hui, comme on l'a souligné, c'est entre autres une journée d'accueil des nouveaux Français en Thaïlande, donc bienvenue. Peut-être une petite question, est-ce qu'il y a d'autres nouveaux dans la salle? Quelques-uns, bienvenue. Alors bienvenue à tous. Ça veut aussi dire qu'il y a pas mal de gens qui sont là depuis un certain temps, donc ça fait plaisir de revoir un certain nombre de têtes. Donc bonjour. Aujourd'hui, nous vous avons préparé une petite présentation, un petit rappel très bref de qu'est-ce que sont les CCE. Et ensuite, nous allons enchaîner sur un panel qui regroupe, je pense, plus d'une centaine d'années d'expérience cumulées sur les 5 chaises qui sont là. Alors, si vous me permettez, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est que les CCE? Alors, c'est un réseau d'entrepreneurs qui a été créé en 1898. Qui est présent à travers plus de 140 pays dans le monde, en France et à l'étranger, qui regroupe 4500 personnes, tous volontaires, tous nommés par décret du Premier ministre, et qui ont 4 missions principales. Ces 4 missions principales sont celles que vous voyez là. La première, conseil au pouvoir public, donc des relations, des discussions, les signaux faibles, comme vient de le dire Jean-Sol Macher. La deuxième chose, c'est appui au développement international des entreprises. Donc une entreprise qui n'est pas présente, par exemple, en Thaïlande et qui veut s'implanter en Thaïlande, peut s'appuyer sur l'expérience cumulée des différents conseillers du commerce extérieur. Troisième point qui nous tient tous beaucoup à cœur, c'est la formation des jeunes, et en particulier à travers le programme des VIE. Et enfin, promotion de l'attractivité de la France. Donc, ça, c'est dans l'autre sens, c'est comment promouvoir en local, en Thaïlande, des entreprises thaï pour qu'elles puissent aller s'installer, travailler, se développer leurs activités en France. Et vous verrez, on a quelques exemples aujourd'hui, justement, de relations croisées dans ce sens-là qui développent le tissu économique. Voilà, je terminerai par préciser qu'en Thaïlande, nous sommes 35. Donc aujourd'hui, vous avez juste un petit échantillon. Mais parmi ce petit échantillon, et si par hasard vous ne l'avez pas reconnu, je demanderai à Arnaud Bielecki de se lever et de faire un petit coucou à la salle, parce que Arnaud est notre président. Et alors, je vois qu'aujourd'hui, vous êtes tous avec vos téléphones, et donc vous pouvez prendre le QR code en photo, et ça vous permettra de rester connecté avec les news qu'on met sur LinkedIn de temps en temps. Voilà, donc j'ai terminé avec cette introduction brève. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, avec les intervenants suivants, que je présenterai un peu plus en détail au fur et à mesure. Nous allons commencer avec Jean-Marie, continuer avec, donc, qui représente le groupe Dextra, Aline, qui représente le groupe Naraï, elle vous expliquera aussi un petit peu ce que c'est très intéressant. Jérôme Leborgne, groupe Veolia. Je vous parlerai quelques minutes de Merger and Acquisition en représentant financière de Courcelles, et Laurent Landier pour Lehman Partners, qui vous parlera un peu plus en détail des aspects humains, ressources humaines, travail en Thaïlande, et je sais qu'il y a une autre session qui est organisée sur le sujet, donc ce sera un petit peu la transition. Voilà. Ça, c'est pour l'overview. Nous avons environ 1 heure, Sylvain, 1 heure et quart, hein, si j'ai bien compris, devant nous. Donc, attaquons avec Jean-Marie Piton. Alors, Jean-Marie est un Normand, comme moi d'ailleurs, d'origine. Nous avons découvert ça il n'y a pas longtemps. Jean-Marie a rejoint le fondateur du groupe Dextra en 1981, mais surtout a développé l'activité depuis la Thaïlande à travers beaucoup de pays dans le monde. Et Jean-Marie est sûrement, je pense, un des conseillers extérieurs les plus expérimentés en Thaïlande, avec le plus... En anglais, on dirait « the number of years of experience », puisqu'il est conseiller du commerce extérieur depuis 25 ans et a été précédemment également président du groupe. Donc Jean-Marie nous apporte toute son expérience et va partager avec vous une vision de l'économie mondiale et thaïlandaise dans les minutes qui suivent.
Jean-Marie, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Donc moi je vais faire une petite introduction sur la macroéconomie sous la surveillance de notre conseiller économique, en espérant pas dire trop de bêtises. Donc tout d'abord, je vais vous montrer une petite vidéo, malheureusement en anglais parce que c'est comme ça que communique le Fonds monétaire international, mais comme elle est courte et qu'elle fait un bon résumé de la situation macroéconomique globale, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant quand même, en espérant que ça marche. Voilà, donc ça vous donne un peu le paysage de ce qui se passe dans le monde, ce qu'on sait tous par les nouvelles, mais c'est un résumé, je pense, assez qui met en valeur les éléments essentiels. Et le monde, c'est le fonds de commerce de la Thaïlande, tant pour le commerce extérieur que pour le tourisme. Donc évidemment, ce qui se passe ailleurs influence l'économie locale. Ce qu'on peut dire, c'est que d'une façon générale, on continue après le Covid à être dans une période morose, avec des taux qui se promènent entre 1,5% et 3%, sauf les pays en voie de développement, et en particulier l'Inde, qui tire pas mal en ce moment. Mais les États-Unis, on voit ici, c'est pas très bon. L'Europe, c'est encore pire. Le Moyen-Orient, c'est assez dynamique. L'Asie reste le pilier, et ça nous intéresse en Thaïlande, c'est ce qui marche le plus fort en pourcentage. L'Amérique latine, c'est morose, et l'Afrique, partant de pas grand-chose, les pourcentages sont relativement faibles pour des pays qui partent de pas grand-chose, puisqu'on n'est qu'à 3%, alors que pour se développer, il faudrait être à 5% à peu près. Donc en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui affecte le quotidien des gens ? C'est principalement l'inflation. C'est ce que tout le monde sent au quotidien, c'est ce qui perturbe la vie des ménages, des entreprises et des gouvernements. Donc c'est un sujet majeur pour tout le monde. Et la Thaïlande, dans tout ça, on peut voir que sa croissance, ici, on est dans la période Covid, mais vous voyez, ça tourne autour de 3,4, ça remonte péniblement vers 3, peut-être 3,7 l'année prochaine, ce qui est plutôt en dessous des pays voisins. Donc la Thaïlande, du fait de sa politique économique, en fait, ça marche, mais c'est pas flamboyant et ça pourrait faire mieux, si on peut le dire ainsi. L'inflation, il y a eu un pic là, comme tout le monde au début, mais par contre, la Thaïlande n'est pas un des pays les plus frappés par l'inflation. Ça a toujours été relativement modéré.
au niveau de la population de base. Quand on va dans les super mégastores, on se rend compte que c'est un peu plus cher à cause des problèmes de devises et d'importation. Mais au niveau de la population de base, le coût de la vie reste relativement stable. Cette croissance par secteur, donc l'agriculture, qui est un des piliers de l'économie ici, a subi aussi un petit peu le contre-coup de là, mais ça remonte. Bon, ça reste à peu près stable et ça reste solide. L'industrie, par contre, elle est affectée par l'économie mondiale. Pardon. Hop, il y a un truc qui s'est passé. L'industrie, elle est affectée par l'économie mondiale parce qu'elle est essentiellement exportatrice. Et donc, quand les clients vont pas bien, l'Europe, les États-Unis ou le Japon, évidemment, ça pèse sur l'activité des entreprises industrielles. Et en plus, la consommation intérieure n'est pas au top, avec des ménages qui sont très endettés, donc qui achètent moins de voitures, moins de maisons. Donc ça traîne un petit peu au niveau du secteur industriel, sans drame, mais ce n'est pas brillant. Et au niveau des services, par contre, ça redémarre fort, principalement porté par le tourisme, qui avait été complètement démoli par le Covid, mais aussi par l'activité dans le domaine du digital et d'autres secteurs, où c'est très dynamique, et ça reste un secteur à fort potentiel ici. Donc je ne vais pas vous passer les détails, mais c'est juste pour vous expliquer qu'un pays, c'est comme un ménage, il y a des recettes, il y a des dépenses, et il faut avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer les factures. Et donc le commerce extérieur de la Thaïlande, il n'est pas terrible, ça affecte un petit peu la balance des paiements. Les réserves, traditionnellement très élevées, donc c'est les milliards de dollars en réserve nationale, donc c'est très élevé, mais on voit que ça commence à baisser avec une politique d'investissement du gouvernement qui n'est pas forcément supportée par la génération naturelle de l'économie. Donc on tape dans la caisse, pour être clair. Et ça se voit ici parce que les dépenses du gouvernement sont régulièrement en hausse. Et avec le gouvernement qui vient d'être nommé, ça ne va que s'accélérer, voire doubler. Donc on ne va pas aller vers une amélioration de ce côté-là. Par contre, le ratio des réserves par rapport à l'endettement est bon. On est au-dessus d'un ratio de 3, ce qui est considéré comme un ratio très, très safe. Et c'est bien meilleur que la France, par exemple, ou d'autres pays comme les États-Unis, encore pire, ou le Japon. Et la dette publique, donc on voit ici, est relativement manageable. Un autre élément qui affecte nous tous, c'est les taux de change. Donc là, je vous ai mis un petit histogramme des taux de change sur le dollar et sur l'euro, puisqu'on est surtout concerné par l'euro. Donc ce qu'on voit, c'est que la devise qui fait le yo-yo et qui affecte le baht comme beaucoup d'autres monnaies dans le monde, c'est le dollar. Donc en fait, c'est les fluctuations du dollar liées au taux d'intérêt ces derniers temps et à l'économie américaine qui font monter le dollar. Et donc, en conséquence, les autres monnaies relativement baissent par rapport au dollar. Et on voit que comme l'euro est affecté de la même manière que le baht par rapport au dollar, c'est plus stable. C'est-à-dire que le taux de change baht-euro est plus stable que le taux de change baht-dollar, parce qu'ils subissent à peu près la même pression du dollar sur leur activité. Donc ça veut dire qu'on va continuer à avoir, pour ceux qui ont des retraites par exemple, encaisser des euros, ça va faire pas mal de bahts. On va rester dans cette tendance-là. Par contre, si vous voulez acheter un bien en Europe ou en France sur des revenus en bahts, là, il faudra sortir plus de bahts pour y arriver. Voilà, donc après l'avenir en 2 mots, on a un nouveau gouvernement, donc au moins ça a amené une pause dans toutes les tensions politiques qu'on a connues. Donc à court terme, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est la solution d'avenir qui va pérenniser le système sur le moyen et le long terme? Ça reste une question et il faut wait and see, il faut attendre un petit peu pour voir comment ça évolue. La nouvelle politique budgétaire, je dirais, elle est d'abord populiste. Donc le fameux chèque des 10 000 bahts par citoyen, donc c'est même pas par catégorie de revenus, c'est par citoyen, qui va coûter une fortune au gouvernement. En gros, c'est, je mets pudiquement, soulager l'électorat. D'autres pourraient utiliser d'autres mots. Le déficit budgétaire, il va doubler. On était à peu près sur une tendance à 3%, on va plutôt passer sur une tendance à 6% de déficit budgétaire avec les mesures qui sont annoncées.
Bon, ce n'est pas complètement dramatique dans une période où ils veulent relancer l'économie. On a des taux comparables dans beaucoup de pays. Enfin, pour la Thaïlande, ça commence à faire beaucoup. La relance de la consommation des ménages, elle est alimentée par la politique populiste, mais elle est freinée par le fait que les ménages sont très endettés et sont en gros au plafond des crédits qu'ils peuvent payer. Donc ça, même si on met de l'argent, est-ce qu'ils vont y arriver? C'est pas sûr. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est une constante ici, c'est que depuis 20 ans, il y a un gros investissement sur les projets d'infrastructure. On voit bien les métros, les aéroports, etc. Et même si on ne le voit pas tous les jours parce que ça se passe en banlieue, mais il y a un travail continu de projets en cours de construction partout. Ça va continuer parce que c'est un moyen simple pour le gouvernement de relancer une partie de l'économie, quelque part aussi d'alimenter les caisses des partis et de faire avancer le système. Et c'est bien pour le pays parce que ça développe les infrastructures et donc ça permet d'attirer les investisseurs ou les investissements. Et la dette publique pour financer tout ça, on est traditionnellement, la Thaïlande est un pays où il y a peu de dette publique. On est à 50-60% du PIB, maintenant on est à peu près à 65%. Mais là, c'est sûr, on va passer vers les 70%. Et ce 70%, c'est un plafond de verre de la politique économique de la Banque centrale ici en Thaïlande, qui peut être déplacé, mais pour l'instant, c'est celui qui existe. Ils ne veulent pas aller au-dessus de 70%. Il faut rappeler qu'en France, on est à 110%, au Japon, ils sont à 120%, donc il y a encore du chemin, mais on n'est pas dans les mêmes richesses et les mêmes tailles d'économie non plus, quoi. Et enfin, il y a un très gros effort, on le voit par les premiers gestes du Premier ministre, de promotion renouvelée de la Thaïlande, qui a souffert d'un problème d'image suite au coup d'État, et peu d'activités PR, je dirais, des gouvernements récents vis-à-vis du monde. Là, clairement, il est allé aux Nations Unies, il ira en Chine. Enfin, il cherche à relancer l'export, relancer les investissements étrangers et relancer le tourisme. Malheureusement, comme on le voit dans la presse récemment, et Aline en parlera beaucoup plus, malheureusement, un peu trop de touristes de masse. Voilà. Et pour les secteurs porteurs, donc pour les gens qui arrivent ou les gens qui sont en recherche d'emploi, là c'est pareil, ce sera couvert plus en détail après. Moi, je pense que le tourisme et le digital sont des secteurs porteurs en ce moment, qui ont beaucoup souffert les années précédentes, mais qui sont porteurs. Tout ce qui tourne autour des infrastructures de transport, que ce soit dans les travaux, dans l'ingénierie et dans les opérations, ça, c'est un secteur qui a de l'avenir. L'industrie automobile, pas traditionnelle, mais plutôt les véhicules électriques. Donc là, il y a un boom d'investissement en ce moment. Malheureusement, c'est quasi exclusivement par des Chinois. Donc pas forcément facile pour nous, Européens, d'y accéder. Les énergies nouvelles, il y a une politique d'essayer de développer les fermes solaires, les choses comme ça. Et le retail, alors là j'ai un petit point d'interrogation, la distribution, parce que clairement ils vont bénéficier de l'afflux de touristes, les gens vont dans les magasins pour acheter, ils vont peut-être moins bénéficier de la consommation intérieure du fait de l'endettement, donc je ne sais pas trop comment le curseur va se positionner. Et puis ce qu'on peut voir clairement en stagnation ou en baisse, c'est les industries traditionnelles orientées vers l'export. Donc, ce qui a fait le boom de la Thaïlande il y a 15 ou 20 ans, là, ça patine parce que les clients achètent moins. Et la construction immobilière, parce que c'est assez saturé, il y a une limite du plafond d'endettement des ménages qui ne vont pas racheter des appartements ou des maisons. Donc, c'est beaucoup porté par les achats immobiliers étrangers, en particulier chinois. Et puis les marchés financiers locaux, donc la bourse locale, du fait des taux d'intérêt et du fait d'une économie un peu incertaine, pas mauvaise, mais pas limpide non plus, tout ça affecte un petit peu. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est très sommaire, ça vous donne une vue générale et puis quelques points de vue. Ce sont que des points de vue personnels que je voulais partager. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Marie pour avoir réussi à mettre des choses quand même assez complexes dans des mots assez simples et assez accessibles. Donc merci pour ça. Merci pour avoir partagé la vision. On prendra des questions à la fin. On a encore pas mal de temps ensemble, hein, donc
il nous reste presque 1 heure, donc on est vraiment à l'aise. Donc gardez vos questions, pensez-y, et on fera un panel de discussion un petit peu plus tard quand on aura fini les échanges. Jean-Marie a parlé de la Thaïlande, de ses investissements, des projets, et il y a une partie qui est quand même extrêmement importante que vous connaissez tous, à laquelle nous contribuons tous aussi de temps en temps, qui est le tourisme, et qui alimente en particulier beaucoup l'industrie, et en particulier l'industrie hôtelière. Pour illustrer ça, Aline, qui a un passé dans le groupe Accor, pendant des années en s'occupant de stratégie, de digital marketing, et qui a plus récemment rejoint un groupe Thaï, groupe Narai, qui est un groupe qui investit en Thaïlande mais qui investit aussi à l'étranger, y compris en France. Donc j'ai invité Aline à venir nous partager un petit peu sa vue sur ce secteur. Merci Aline. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler pendant une dizaine de minutes du secteur du tourisme en Thaïlande, notamment l'hôtellerie. On contribue tous, effectivement, comme Sébastien l'a dit, au secteur hôtelier. On est aussi, nous, les premiers consommateurs. La Thaïlande est un énorme terrain de jeu en ce qui concerne les hôtels. Il y en a vraiment pour tous les goûts, de la guest house au ultra luxury, dans des destinations idylliques. Donc c'est un secteur qui est passionnant. L'importance économique du secteur hôtelier joue un rôle vital dans l'économie du pays. La Banque mondiale a relevé les prévisions de croissance économique pour la Thaïlande de 3,6 à 3,9% pour 2023, citant notamment la reprise du tourisme et la forte consommation privée comme moteur clé. Et le secteur du tourisme dans sa globalité, dont vraiment l'hébergement, donc l'hôtellerie est un secteur essentiel, représente environ 20% du PIB thaïlandais. C'est vraiment conséquent. La présence hôtelière en Thaïlande, donc je vous ai mis quelques logos donc, de grands groupes hôteliers présents. J'aurais besoin, je pense, de 2 slides pour les citer tous. En 2022, on comptait environ 800 000 chambres d'hôtel en Thaïlande. 33% d'entre elles situées surtout dans le sud de la région, Phuket, Samui. En 2023, on observe vraiment un regain de confiance dans l'investissement hôtelier en Thaïlande, avec notamment donc, ces grands groupes qui investissent dans la signature de nouveaux hôtels en Thaïlande. C'est un marqueur très positif pour nous, ce regain de confiance. Au niveau du nombre de touristes, pour la fin de l'année 2023, on prévoit l'arrivée de 28,5 millions de touristes étrangers en Thaïlande, soit à peu près 84% du niveau pré-Covid. À fin juillet 2023, on était déjà à 15 millions de touristes internationaux. Si on compare par rapport à l'année dernière, la même période, on était à 11 millions. Donc on voit une amélioration. J'ai listé donc, les top marchés qui viennent en Thaïlande. Donc on a la Malaisie en numéro 1, notamment dans le sud de la Thaïlande, notamment pour du business. Au sud de la Thaïlande, mais c'est un marché très porteur en ce qui concerne les voyages business. Ensuite, en deuxième position, la Chine, qui était bien évidemment la première position pré-Covid et de loin. Donc, fin 2023, elle est en deuxième position. Je ferai un petit focus sur la Chine ensuite. On a en troisième position la Corée du Sud. C'est un record pour la Thaïlande, l'attraction donc des Coréens. Puis on a l'Inde en gros marché porteur, l'Inde,
la Russie, qui sont aussi donc, ce qu'on appelle des marchés de masse, du tourisme de masse, et les États-Unis en 6e position. En 2024, on prévoit 35,5 millions de touristes étrangers, et enfin en 2025, on prévoit donc 40 millions de touristes, qui était le niveau pré-Covid. Je voudrais vous partager une analyse du premier trimestre qu'a communiqué donc, le TAT, donc l'autorité du tourisme en Thaïlande. Au premier trimestre 2023, donc, ils sont revenus avec une conclusion, on va dire. Les voyageurs long courriers, donc notamment en provenance d'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient, donc clairement dépensaient plus et séjournaient plus longtemps en Thaïlande. Pour vous donner quelques chiffres, donc au niveau des voyageurs européens, la durée moyenne du séjour est de 19 jours. C'est long, donc c'est quand même assez conséquent. Et dépense en moyenne 71 000 bahts par personne par voyage. En numéro 2, on a donc les États-Unis, durée de moyenne 15 jours. Et ils dépensent 76 000 bahts par personne par voyage. Et le Middle East, donc le Moyen-Orient, durée moyenne du séjour de 16 jours, et avec clairement une dépense moyenne bien plus élevée, à savoir 99 000 bahts par personne par voyage. Je voudrais faire un petit focus sur le Middle East. Le Moyen-Orient n'était pas listé donc, dans les top 5, top 6 de mon slide précédent. En revanche, c'est un gros focus et ce sera un gros marché porteur pour la Thaïlande. Donc, on observe une augmentation vraiment importante du nombre de touristes en provenance du Middle East. Je vous ai mis quelques chiffres de comparaison. Donc, avant 2022, c'était environ 30 000 visiteurs par an. En 2022, 100 000 visiteurs par an. 2023, à fin juillet seulement, on a déjà plus que doublé, avec plus de 230 000 visiteurs à fin 2023. En octobre, d'ailleurs, un vol direct entre l'Arabie Saoudite et Phuket sera ouvert, donc une ligne directe qui va encore contribuer pour le Moyen-Orient. Et TAT donc, ouvre un bureau à Riyad pour attirer plus de voyageurs du Moyen-Orient. Donc ça fait vraiment partie de leur ambition de développer le tourisme venant du Moyen-Orient. Les principaux marchés porteurs, la Chine, donc de janvier à juin 2023, on comptait par mois en moyenne 300 000 visiteurs en provenance de Chine. En juillet 2023, on a recensé 400 000 visiteurs. Donc on voit une augmentation, mais pas assez, selon le gouvernement, ce qui les a poussés à prendre la décision d'exempter donc, le visa pour les touristes en provenance de Chine à partir du 25 septembre jusqu'à fin février l'année prochaine. Donc ils pourront séjourner pour une période de 30 jours sans visa. Jusqu'à maintenant, l'obtention du visa était relativement complexe et assez long pour les voyageurs chinois pour revenir en Thaïlande. Bon, clairement, l'ambition du gouvernement de TAT est d'ouvrir vraiment les vannes au marché chinois pour faire revenir du tourisme de masse. L'Inde, donc également tourisme que l'on qualifie tourisme de masse. En 2023, donc les prévisions, 2 millions de touristes indiens. On peine en fait à attirer, ça va être compliqué en fait d'atteindre les 2 millions de touristes indiens. Fin juillet, on était à 900 000 touristes seulement. Les deux raisons pour lesquelles, même si c'est un gros marché porteur, on avait prévu plus. Les deux raisons sont le process pour les Indiens pour obtenir un visa pour la Thaïlande est assez long. C'est en moyenne 2 semaines versus 1 semaine pré-Covid. Et puis l'augmentation du coût des billets d'avion
Et également, on n'a pas assez de vols de l'Inde vers la Thaïlande comparé au niveau pré-Covid. Donc ça, ce sont des freins pour atteindre les 2 millions de touristes indiens. Un mot sur le tourisme domestique. Bon, clairement, le Covid a été un game changer dans l'industrie du tourisme où on s'est raccroché donc, au tourisme domestique. Le gouvernement avait mis également quelques programmes, plus de longs week-ends pour inciter donc, le tourisme domestique. Donc c'est un marché en croissance qui nous a, nous, en tant qu'hôteliers, on parlait du marketing, notamment digital marketing, qui nous a forcé en fait à revoir notre manière de communiquer avec des outils où on n'était pas forcément très présent pré-Covid. Je vous parle de la Thaïlande, donc pour cibler donc le marché domestique. Line est vraiment un levier très performant. Line avant le Covid, au niveau hôtelier, c'était pas très abouti, on va dire. La Russie. La Russie, en 2023, 1 million de touristes russes. Fin 2000 on était déjà à 840 000 visiteurs russes. En 2024, on prévoit de doubler, de passer de 1 million à 2 millions. Notamment grâce à l'augmentation des vols. La Thaïlande est aujourd'hui la destination numéro 1 pour les Russes, pour diverses raisons. On le voit tous, notamment Phuket, Pattaya, aussi à Bangkok. Donc une grosse présence des Russes qui viennent ici pour une longue durée et avec un très fort pouvoir d'achat. Un mot sur la France. Les Français, la Thaïlande attire toujours les Français, mais on observe une légère baisse des Français en Thaïlande. Et ce que l'on observe également, c'est que le nord de la Thaïlande, avant le Covid, était très prisé par la clientèle française. Aujourd'hui, le nord de la Thaïlande est délaissé par rapport au tourisme français qui vont privilégier Bangkok et le sud de la Thaïlande. Les ambitions du TAT, donc l'autorité du tourisme en Thaïlande, en 7 points. Donc, il souhaite une meilleure répartition du tourisme dans les destinations secondaires. Aujourd'hui, lorsqu'on pense Thaïlande, on pense Bangkok, Phuket, Pattaya, Samui. Donc, ils veulent pousser donc, les destinations secondaires. Ils veulent également améliorer la dispersion des tourismes de la haute saison à toute l'année, que ce soit un peu plus linéaire. Ça, c'est un gros point. Ils veulent vraiment se défaire de l'étiquette backpacker et promouvoir un tourisme plus haut de gamme. Sur ce point, d'un tourisme haut de gamme, donc je vous ai dit, il y a un regain de confiance pour l'investissement hôtelier en Thaïlande, notamment sur le secteur du luxe et notamment sur le secteur de l'ultra-luxe. Donc c'est au-dessus des 5 étoiles. On va d'ailleurs avoir, pas loin de l'Alliance française, Aman, donc qui est un ultra-luxe, vraiment une référence dans ce secteur, qui va bientôt ouvrir au centre de Bangkok. On a eu le Capella il y a 1 an et demi qui a ouvert au bord de la rivière. Donc c'est vraiment des marqueurs forts pour ces marques ultra luxe de prendre le pari de venir en Thaïlande. Point numéro 4, il souhaite attirer plus de voyageurs en provenance des États-Unis et du Moyen-Orient. Donc, le gouvernement va ouvrir un bureau supplémentaire à Chicago, aux États-Unis. Donc, ce sera leur 3e bureau aux États-Unis. Et, comme je l'ai énoncé précédemment, un bureau à Riyad pour attirer la clientèle du Moyen-Orient. Une autre ambition, alors j'ai envie de dire continuer d'attirer les digital nomades.
Donc avec le Covid et en 2022, il faut savoir que la Thaïlande était la destination numéro 1 pour tous les digital nomades au monde. Plus particulièrement donc, des destinations comme Koh Phangan. Le cadre idyllique, le coût de la vie peu élevé, une bonne connexion Internet, toutes les cases sont là pour vraiment attirer les digital nomades. En 2023, c'est toujours un marché très fort, mais passé en 3e position, juste derrière les États-Unis et l'Espagne. Mais ça reste un gros porteur et un gros focus pour le TAT. Et en point numéro 7, un tourisme plus écologique et durable. Sur ce point, j'ai envie de dire les programmes, les actions émanent plus des groupes hôteliers en eux-mêmes. Donc, je vais prendre par exemple Accor Hotel avec un programme fort en ce qui concerne donc, l'économie durable. Donc, ce sont des initiatives qui émanent plus des groupes hôteliers que du gouvernement. Il n'y a pas vraiment de programme mis en place avec des actions concrètes sur ce point, mais ça fait clairement partie des piliers, des focus de chaque groupe hôtelier. Le développement durable est parmi tous les piliers. Mon dernier slide est sur donc, l'emploi, le recrutement dans le secteur hôtelier. On a perdu énormément d'emplois pendant le Covid et suite au Covid, et on a toujours du mal à recruter. C'est un vrai challenge. On a été témoin d'une reprise, mais cela dit, on a toujours une pénurie de personnel. Donc ça, c'est le point négatif pour le secteur hôtelier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aline. Là encore, on gardera les questions pour la suite. On va enchaîner, le temps passe, avec un secteur très très intéressant qui est le secteur du renouvellement écologique, qui va être illustré par Jérôme Le Borgne. Je vais avancer. Ah ben non, c'est bon. Jérôme, si tu veux bien me rejoindre. Jérôme représente le groupe Veolia, qui est un grand groupe mondial que vous connaissez tous, avec à peu près 220 000 personnes à travers le monde. Jérôme, sans plus attendre, je te passe la parole. Merci Sébastien. Alors, effectivement, je vais vous parler d'environnement. Ce qui est effectivement un des grands facteurs du futur, notamment parce qu'on a pu voir avec le Covid qu'une crise approche et une crise va avoir de l'influence. Et le changement climatique est là, on en parle partout, et il a ses effets en Thaïlande comme ailleurs. Alors tout d'abord, j'aimerais voir un petit peu dans la salle qui d'entre vous a fait la fresque du climat. Ah, pas mal. J'encourage vraiment tout le monde à la faire. C'est quelque chose de vraiment très bien. La Chambre de commerce organise des activités et ça vous donnera une vision un peu globale, un petit peu de ce qui se passe autour du changement climatique et des interactions entre les activités humaines et l'industrie et le carbone. Donc, d'après les accords de Paris, là où on essaye de s'orienter, c'est vers un réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés. Aujourd'hui, si on continue comme on fait, on s'oriente vers un réchauffement climatique de 3,5 degrés. D'accord ? Il faut être assez pessimiste sur le sujet. S'il n'y a rien d'autre qui est fait, on va dépasser les accords de Paris de manière assez drastique. La plupart des pays ont essayé ou essayent maintenant de s'aligner sur les accords de Paris avec plus ou moins d'actions qui sont faites rapidement. Et pour vous donner un ordre d'idée, la Thaïlande aujourd'hui, elle a un commitment à peu près en accord avec les accords de Paris, un peu en dessous, mais ils se sont engagés à réduire leurs émissions de 30% d'ici à 2030, d'être carbon neutral en 2050 et d'être net zéro en 2065. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre carbon neutral et net zéro, carbon neutral, ça veut dire qu'on compense les émissions carbone
par des crédits carbone, mais qu'en fait, l'effet de réduction des émissions carbone n'est pas total, alors qu'en net zéro, on a déjà réduit au maximum nos émissions carbone et on compense vraiment ce qu'on n'est plus capable de réduire. Donc la Thaïlande a un programme qui s'oriente vers une réduction des émissions carbone. Alors, pour mettre un peu les choses en perspective, un Thaïlandais, ça a une émission de carbone annuelle d'environ 6 tonnes par an. Un Français, ça va être 12. Un Américain, ça va être 16, à peu près. Donc la Thaïlande est quand même bien en dessous en termes d'émissions de carbone encore par rapport aux grands pays occidentaux. Donc ces réductions peuvent paraître un peu faibles, mais en fait finalement par rapport à leur niveau de développement, elles sont relativement importantes. Il y a, on parlait tout à l'heure, Aline parlait de l'influence des grands groupes plutôt que de la Thaïlande sur la régulation, sur l'écotourisme. La Thaïlande, ce n'est pas un pays qui a l'habitude en fait d'énormément réguler. Je pense que Jean-Marie, tu seras d'accord avec moi. C'est souvent l'Europe régule, hein, les Américains, c'est souvent grâce à la transparency qu'ils arrivent à peu près à se régler. Côté Thaïlande, c'est souvent les marchés en fait qui vont avoir une influence. Et donc aujourd'hui, il y a deux choses très importantes à prendre en compte. La première, c'est qu'il y a une grande majorité des grands groupes qui commencent à souscrire à ce qu'on appelle la SBTI, les Science Based Target Initiative, qui veut dire qu'elles vont devoir réduire leurs émissions de carbone en accord avec une trajectoire à 1,5 degré. Et énormément de grands groupes, notamment cette année, ont travaillé sur ce qu'ils appellent leur roadmap, c'est-à-dire réduire leurs émissions de carbone entre maintenant et 2050. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, le groupe Veolia, on doit réduire nos émissions de 50% d'ici à 2032 et on devra être net zéro en 2050. Ce que Veolia a fait, Danone l'a fait, Schneider l'a fait, j'imagine que Sodexo l'a fait. Aujourd'hui, cette roadmap, elle va devoir être appliquée et ça va avoir un effet sur toute la supply chain en fait, de ces sociétés. La Thaïlande, qui est au sein de son industrie bien intégrée dans la globalisation, va devoir aussi s'adapter en fait, aux targets de ces grands groupes, de ces grands décideurs. Et c'est quelque chose qui commence à être véritablement important. On voit des requêtes de beaucoup de grandes entreprises vis-à-vis de leurs sous-traitants de faire leur propre roadmap, même si eux, de leur côté, leur régulateur, le pays ne le fait pas. Je vais donner un exemple assez amusant, c'est Apple et Samsung. C'est-à-dire que Samsung ne voulait pas s'engager sur une roadmap, mais en tant que sous-traitant d'Apple, ils n'ont pas eu le choix. C'est parce que s'ils ne s'adaptaient pas aux trajectoires SBTI, ils allaient être sortis du pool fournisseur d'Apple. Cette réduction d'émissions, elle est plus ou moins facile en fonction des industries. C'est-à-dire que si on prend une industrie comme la pharmacie, par exemple, beaucoup d'entreprises pharmaceutiques en fait, ont une ambition de réduire leurs émissions et d'être net zéro par 2025. C'est assez facile en fait parce qu'ils sous-traitent tout, donc ils passent tout à leurs sous-traitants et qu'au sein de leur usine d'elle-même, à partir du moment où ils passent sur des énergies renouvelables, ils arrivent à peu près à gérer leur net zéro. C'est beaucoup plus compliqué pour les industries pétrochimiques, de l'oil and gas, et dont la Thaïlande est en fait un grand acteur. On trouve au sein des grandes sociétés thaï beaucoup des grandes entreprises pétrochimiques mondiales. Hein. PTT, SCG sont des grands Indorama, sont des très gros poids lourds. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui la roadmap thaïlandaise n'est pas tout à fait en accord avec la roadmap de Paris. C'est parce qu'en fait il y a une importance assez importante de ces groupes pétrochimiques aujourd'hui dans l'économie thaïlandaise. Il y a maintenant un deuxième facteur marché qui est assez important, c'est le mécanisme de compensation carbone que l'Union européenne est en train de mettre en place. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, justement pour protéger son industrie, l'Europe, pour protéger la nature sustainable de ses industries, met en place une taxe qui va être au début que sur un ensemble de produits limités, mais qui a vocation à s'étendre. Un ensemble de taxes qui va être en accord avec l'empreinte carbone du produit qui est produit. Donc si on fait une chaussure dans un mix qui est très carboné, comme le Vietnam et l'Indonésie, on aura une taxe carbone qui sera beaucoup plus importante que si on fait une chaussure dans un mix plus décarboné.
Et donc, la Thaïlande s'en sort pas trop mal par rapport aujourd'hui à ses pays voisins, puisque la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam sont sont très carbonés, car c'est principalement des usines de charbon qui alimentent l'électricité. La Thaïlande est plutôt sur un mix de gaz. Ça a l'inconvénient, comme vous l'avez pu le voir sur votre facture d'électricité, d'avoir été assez fluctuant ces dernières années. Et même si une baisse est anticipée, on ne reviendra jamais à des prix d'électricité comme on avait pré-Covid et pré-Ukraine War. Et donc, on va avoir une tendance des entreprises, notamment des sous-traitants, de tous ceux qui sont dans la chaîne globale, de se décarboner. Donc ça, c'est mon premier point que je voulais parler, c'est effectivement de cette partie de CO2. Le deuxième point dont je vais parler, c'est l'eau. Alors l'eau, c'est un sujet, on en parle beaucoup en France. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler en Thaïlande un petit peu. L'année dernière, c'était une année record en termes de pluie. Cette année, c'est une année record, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y avait trop de pluie l'année dernière, pas assez de pluie cette année. Donc on sent des effets sur les précipitations. On est beaucoup moins dans un effet sécheresse long terme, comme on peut être en Europe, avec un changement climatique qui fait que la France passe en climat méditerranéen plus qu'en climat comme elle était avant. Et la Thaïlande, on est vraiment sur un changement de précipitation, de type de précipitation, d'endroit où il va pleuvoir. Et même si l'année dernière, c'était une année où il a beaucoup plu, il n'a pas plu exactement aux endroits où il pleuvait avant. Cette année, c'est une année où il pleut moins. Déjà, la plupart des grands groupes thaïlandais sont en train de travailler pour se protéger sur la sécheresse qui devrait arriver l'année prochaine. Parce qu'il y a une tension aujourd'hui en Thaïlande sur l'eau entre le milieu agricole et le milieu industriel. Et il y a des groupes, notamment, je parle de la pétrochimie, mais je vais citer le groupe PTT par exemple, qui consomment environ 52% de l'eau industrielle de l'Est de la Thaïlande. Ils ont aujourd'hui nommé des cadres qui sont en charge de la sécurité de l'eau, parce que leur process demande de l'eau pour travailler. Et donc, à cause de cette tension entre le milieu agricole et le milieu industriel, à cause de ces sécheresses qui vont arriver en fonction des cycles soit à l'année, soit saisonniers, on se retrouve avec une tension sur l'eau, et on voit des investissements qui arrivent de la part de ces groupes, notamment sur le traitement de leurs eaux usées déjà, avec des changements de standards pour que leurs eaux usées soient plus propres avant d'être relâchées, mais aussi la recirculation de l'eau, le recyclage de l'eau, où en fait ils vont récupérer leurs eaux usées et les réinjecter dans leur système pour éviter de consommer de l'eau. Donc le deuxième point qui est important, c'est cette notion du cycle de l'eau qui en fait touche la Thaïlande beaucoup plus qu'une augmentation de température aujourd'hui. C'est vraiment l'effet numéro 1 du changement climatique. Un autre point que j'aimerais parler, c'est un petit peu c'est lié au tourisme. On en parlait un petit peu. Tu parlais des touristes français qui délaissaient le nord de la Thaïlande. Il y a sans doute une raison, c'est que Chiang Mai a quand même mis pendant certaines saisons la ville la plus polluée du monde. Et ça, c'est lié effectivement au PM 2.5. Alors les PM 2.5, elles sont liées, alors on le connaît à Bangkok, janvier-février, ça va être la saison, on le sait très bien, où on va avoir un excès de PM 2.5 jusqu'à des taux qui peuvent être considérés dangereux. Et dans le cadre citadin, dans le cadre de la ville, les PM 2.5, ça vient des voitures, ça vient de la construction principalement, et des industries qui sont encore en ville. Sur ces 3 points, Bangkok est en progrès permanent. On le voit bien, de toute manière, les véhicules anciens sont sortis des routes. On passe vers un peu une transition aussi sur l'électrique, notamment avec l'arrivée des constructeurs chinois. Même les bus qui historiquement étaient des grands pollueurs, ils sont en train d'être rénovés. Donc sur la partie transport, ça progresse. Sur la partie construction, je me souviens, il y a 10 ans, tous les sites de construction étaient tout ouverts. Maintenant, tout est fermé. Donc il y a aussi un travail qui est fait. Il y a encore beaucoup de projets d'infrastructures, de routes, mais le centre-ville de Bangkok, les grands projets sont en train de se terminer. Donc on va sur ces émissions de PM2.5 citoyennes, vers une réduction de ces émissions. Maintenant, le facteur qui est le facteur déclencheur des PM2.5 au sein de la Thaïlande aux alentours de janvier-février sur Bangkok et sur le nord, c'est surtout la saison des brûlages
de la paille, que ce soit de la paille de riz, des feuilles de canne à sucre et de la paille de maïs. Et ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus difficile pour le gouvernement à attaquer. En France, on n'a pas ce problème-là, alors qu'on a aussi une agriculture qui est assez importante. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une organisation paysanne qui est beaucoup plus structurée, qui est structurée en tant que coopérative. Et aussi parce que au sein des coopératives qui reçoivent notamment de l'argent de la France ou de l'Europe, on leur donne des obligations, notamment l'obligation de ne pas brûler, et notamment l'obligation de collecter leurs déchets et de réutiliser leurs déchets, que ce soit pour du fourrage animal ou pour l'énergie renouvelable. Et ça, c'est des instruments qui aujourd'hui en Thaïlande n'existent pas. Donc la plupart des exploitations agricoles thaïlandaises, elles n'ont aucune incentive, aucune raison en fait d'aller faire le travail supplémentaire de collecter leurs matières qui vont être la paille pour en faire quelque chose d'autre. Il n'y a pas de modèle économique qui existe aujourd'hui. Et même si le gouvernement a fait des effets d'annonce sur ces interdictions de brûler, tant qu'il n'y aura pas un facteur économique important pour les exploitations agricoles, on sera toujours face à ce problème-là. La Thaïlande a historiquement des programmes d'énergie renouvelable, notamment de bioénergie, qui ont fonctionné, mais qui ont beaucoup fonctionné à travers les résidus agricoles des usines. Et pour résoudre le problème de PM2.5, il va falloir qu'ils travaillent sur des problèmes d'énergie renouvelable qui sont à base de ces déchets agricoles, mais qui ne sont pas des déchets récupérés à l'usine, mais des déchets récupérés chez les exploitations agricoles, et ça va demander une certaine organisation. Et pour finir, je parlerai un peu de plastique, de pollution plastique. Alors ça, c'est un point encore particulier. Alors, la Thaïlande s'en sort mieux que certains pays comme l'Indonésie. Je pense qu'entre une plage de Phuket et une plage de Bali, la pollution plastique n'est pas la même. Mais dû à l'influence du plastique sur la société thaïlandaise aujourd'hui, c'est vraiment un des biens de consommation les plus utilisés. Et ça a été assez compliqué pour que le gouvernement établisse une roadmap relativement claire. Et donc elle est en retard en fait en termes d'instruments régulatoires par rapport à l'Indonésie ou même le Vietnam. Vous vous posez sans doute toute la question de savoir si je trie mon plastique, où il va. Il y a avant tout un secteur informel qui reste fort. Donc dans ce secteur informel, on va récupérer les plastiques rigides, donc type les bouteilles de PET, ça c'est relativement récupéré. Ensuite, les bouteilles de PE du type bouteille de shampoing ou PP, pour ceux qui connaissent un petit peu, enfin on va dire le plastique rigide est relativement récupéré. Par contre, tout ce qui est film plastique, ça ne l'est pas du tout. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est là où c'est cette pollution qui a le plus d'effet. Les plastiques rigides vont partir dans un secteur qui est semi-formel, parfois un peu illégal. Pour ceux qui se souviennent, en 2017, la Chine a fermé ses frontières et donc il y a énormément d'investissements chinois dans des usines de recyclage un peu illégales un peu partout en Thaïlande et qui existent toujours. Et quand la Thaïlande a fermé elle-même leurs frontières, elles se sont un peu rabattues sur ce qu'il y avait aujourd'hui. Et la plupart de ces usines, en fait, sont même pas équipées de traitement des eaux. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a aussi une partie de la pollution plastique qu'on retrouve dans les eaux aujourd'hui viennent en fait de ces usines qui recyclent une partie du plastique, mais remettent à la rivière ce qui est pas traité. Donc on en est encore loin d'avoir gagné une bataille là-dessus. Je noterai que le gouverneur de Bangkok, Chacha, contrairement à ses prédécesseurs, a une vision relativement pragmatique de ce qu'il peut faire durant son mandat en termes de management de déchets. On avait l'habitude d'avoir des effets d'annonce sur des grands projets de traitement de déchets qui n'ont vraiment jamais vu le jour. Et lorsque le gouverneur de Bangkok a présenté sa roadmap, il avait une seule grande mesure, c'était la collection séparée, donc le tri à la source. Et c'est la mesure qui a le plus d'effet sur le recyclage, quelle qu'elle soit. Donc, pas de grand projet, juste essayer d'implémenter un tri sélectif en Thaïlande, et ce sera définitivement, s'il arrive à le faire, relativement positif vis-à-vis de l'industrie du recyclage. Voilà.
Merci beaucoup Jérôme. Alors plein de sujets passionnants, l'eau, l'énergie, la pollution. Je vais parler très brièvement d'autres sujets concernant le M&A et fusion-acquisition. Quelques grosses tendances et je passerai ensuite la parole à Laurent pour conclure ce workshop et surtout ouvrir à des questions. En fusion-acquisition, il y a beaucoup de signaux faibles, parce qu'en général, il y a beaucoup d'opérations qui se passent et personne n'en parle, personne n'a le droit d'en parler jusqu'au moment où c'est fait. Donc pour donner 2-3 tendances qui impactent quand même pas mal ce qui se passe en Thaïlande, je vais résumer en quelques points. Premier point, c'est quand même beaucoup de groupes français, européens, américains, japonais et chinois, on va dire, dans la grande majorité, qui s'intéressent beaucoup et de plus en plus à l'Asie du Sud-Est et en Asie du Sud-Est, entre autres en Thaïlande. Alors pourquoi ? Parce que le marché des capitaux reste quand même très très actif. Un certain nombre de grands groupes ont une position dans le cash qui est très suffisante et profitent de cette situation post-Covid pour continuer à s'étendre. Précédemment, il y a 2, 3, 4 ans, 5 ans, les expansions se faisaient vers les États-Unis, de temps en temps vers la Chine, et puis avec tout ce qui se passe ces derniers mois, ces dernières années, finalement il y a un peu un recentrage sur d'autres zones. Alors les groupes se tournent un petit peu vers l'Amérique latine, un petit peu vers l'Afrique, mais vous imaginez bien que c'est pas, comme disait Jean-Marie au début, c'est pas forcément les mêmes perspectives de croissance, et du coup ça crée un espèce de faisceau d'intérêt sur l'Asie du Sud-Est. Et en Asie du Sud-Est, je pense que Jean-Marie l'a aussi très bien illustré dans ses chiffres, avec une Thaïlande qui a certains attraits et des pays avoisinants qui sont aussi de bons compétiteurs, quoi. Alors, qu'est-ce que les groupes cherchent en général ? Ils cherchent à avoir une expansion géographique, ils cherchent à acquérir des nouveaux outils de production dans des zones qui sont un peu plus neutres, et je pense en particulier plus neutres que la Chine. Donc on observe un certain nombre de groupes qui sont aujourd'hui présents en Chine, qui sourcent en Chine, qui fabriquent en Chine et qui se disent finalement ce serait bien si on pouvait faire ça ailleurs et donc pourquoi pas en Asie du Sud-Est. Donc ça c'est la première tendance. Deuxième tendance que vous voyez aussi, il n'y a rien de très nouveau, mais sont les grands groupes Thaï, Jérôme en parlait, qui sont extrêmement acquisitifs à l'international. Donc que ce soit les SCG, même Narai entre autres, et d'autres, qui s'intéressent, CP, on en parle beaucoup dans la presse, comme vous l'avez vu, qui s'intéressent à l'Europe. Là encore, dans le passé, certains de ces groupes s'intéressaient beaucoup aux US, beaucoup à la Russie. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, finalement, l'Europe devient un centre d'intérêt important, avec des recherches actives de sociétés cibles à acquérir, à développer sous forme de joint venture, etc., dans des domaines ultra variés, allant de la food, de la nourriture à l'énergie. Voilà. Troisième grand axe, c'est plutôt des compagnies locales. Alors, quelle que soit leur taille, ça peut être des compagnies, des PME, ça peut être des petites entreprises qui cherchent à se vendre. Alors souvent, c'est l'issue d'une situation personnelle, des gens qui veulent partir à la retraite, des gens qui veulent changer d'activité et qui mettent un peu leur entreprise en vente avec l'objectif de trouver des acquéreurs soit localement, soit de temps en temps de manière internationale. Voilà, c'est un peu les trois grandes tendances qu'on voit qui créent des opportunités pour les gens, en termes d'emploi, qui créent des opportunités pour les business, pour se développer. Et du coup, je pense que voilà, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. On fera d'autres sessions et on prendra des questions. Mais ça fait un peu la transition avec ce que Laurent va nous présenter, à savoir plus la partie ressources humaines, les secteurs clés, les secteurs porteurs et peut-être quelques conseils pratiques. Oui, on va être très pragmatique en fait. Bonjour, merci d'être venu. Donc, on va parler du marché de l'emploi en Thaïlande. Donc, premier point, une présentation générale. Deuxième point, les secteurs ou les positions, les secteurs qui recrutent. Et troisième point, jeunes et moins jeunes, des stratégies différentes. Alors, la Thaïlande, clairement, et depuis longtemps, c'est un marché qui attire. Et je dirais d'un côté qui attire et de l'autre qui retient. Donc on a pas mal de gens qui sont dans la région, en Europe ou même en Asie du Sud-Est, qui veulent venir ici. Et ceux qui sont ici, ils ne veulent pas en partir. Et voilà, vous avez sous vos yeux un exemple de ces stratégies.
Donc, c'est pas évident. Sachant d'autre part qu'on n'est pas à Singapour, on n'est pas à Hong Kong, très peu de sièges régionaux. Et généralement, européens, qualifiés pour absorber le coût, il faut des compétences régionales. Et en Thaïlande, il y a Esso, il y a Agoda, mais bon, la Thaïlande n'est pas connue pour attirer des sièges. Donc ça, c'est une difficulté. Que, grosso modo, la Thaïlande arrive à fournir à former des cadres ou des managers. Bon, c'est vrai que dans le secteur du marketing, c'est clair. Ensuite, on a cette double barrière pour nous, les Français, barrière du thaï et barrière de l'anglais. Donc, quand on est en concurrence avec des anglophones, c'est pas évident. Hein, donc ça, c'est... Et un autre aspect qui est stratégique, hyper important, c'est la culture. Et quelque part, quand on arrive d'Europe ou de France, la culture thaïlandaise et la culture française, des fois, ça demande des adaptations, des efforts de part et d'autre. Et comme on arrive, c'est à nous de faire les efforts. Et je vois ça, je m'occupe aussi du club VIE et des VIE avec Business France. Il y a un travail d'adaptation. Faut vraiment être low profile. Hein, et c'est pas évident. Moi, ça fait 23 ans que je suis là. J'ai coutume de dire que la différence entre un iceberg et la Thaïlande, c'est que la Thaïlande, tout est sous l'eau. Et qu'au bout de 23 ans, il y a une chose que j'ai compris, c'est que des fois, il n'y a rien à comprendre. Que même poser la question, c'est... Quoi, tu cherches les problèmes? Non, donc voilà, il y a plein de choses qui font que la Thaïlande, c'est pas évident. En même temps, d'un point de vue légal, avoir un work permit, on n'est pas à Singapour ou en Malaisie. Les complications pour avoir un work permit aujourd'hui, c'est pas politique, c'est administratif. Donc il n'y a pas, au contraire, le gouvernement va essayer, alors tu parlais des digital nomades, oui, le gouvernement va essayer d'attirer. Après, sur Changwatana, il y aura peut-être des moments où ça va être des tensions, on va vous faire revenir, etc. Mais ça, il n'y a pas de volonté politique de fermer le marché, et c'est très important. L'économie thaïlandaise, bon, c'est clair, elle pourrait mieux faire, elle va mieux faire, mais on a des bureaux au Vietnam, au Cambodge, à Singapour, ça marche. Vous m'aurez posé la question il y a quelques années, je dirais ça marche pas, mais là ça marche. Et en plus, si on regarde le Vietnam qui a attiré pas mal de monde, le Vietnam actuellement il est en train de se tasser. Hein. Donc il y a un marché à prendre. Et qu'avec 50 000 bahts, donc c'est le minimum pour un work permit, 50 000 bahts à Bangkok, on vit relativement bien. Hein. Donc voilà. Donc en conclusion, les places vont être chères, voilà, parce que peu de demandes et beaucoup d'offres. Mon deuxième point, les secteurs qui recrutent. Alors, je vais plutôt parler des positions. Alors clairement, tout ce qui est lié ingénieur, technicien, production, maintenance, il y a un énorme déficit au niveau de la formation, secteur éducatif en Thaïlande, et là, il y a des places à prendre. Je vois les ingénieurs français, ils sont bons, c'est clair, on a vraiment des compétences. Alors s'ils parlent anglais, s'ils veulent s'adapter, c'est vraiment un secteur où des positions qui sont intéressantes. IT, security, programmation, c'est clair. Les IT, on ne les trouve pas. Et si on les trouve, ils partent. C'est un turnover très élevé. L'avantage avec les Européens, c'est que le turnover est moins important. Donc, quelque part, peut-être il y a un delta, un salaire supérieur, et encore. Les salaires des Européens versus les salaires des Thaïlandais, alors pas en entry level, hein, pas en début de carrière, mais sur des positions élevées, c'est pareil. Il n'y a pas d'énorme différence. La logistique, ça c'est vraiment un secteur clé. Tout ce qui est warehouse manager, c'est un domaine où il y a une forte demande. Alors bien sûr, l'hôtellerie et la restauration, comptabilité, costing,
Voilà, donc ça, ce sont des domaines project manager, project directeur, digital, ouais, clairement, ça manque de compétences. Et puis, un secteur comme la bijouterie, on n'en parle jamais, mais bijouterie haut de gamme, la Thaïlande, c'est un hub au niveau production. Et designers, etc., ce sont des secteurs qui sont en recherche de ressources humaines. Après, il y a un problème de salaire, hôtellerie, restauration, bijouterie. Enfin, pour certaines positions, c'est peut-être pas attractif. Donc, clairement, il y a des besoins. Mais en fait, ce qui se passe, c'est le challenge, c'est que vous avez des boîtes qui demandent. Vous avez des gens qui recherchent un emploi, mais entre les deux, le pont est cassé. Et alors, la semaine dernière, j'ai rencontré un groupe français. Donc il y avait 3 partenaires. Ils sont venus me voir parce qu'ils recherchaient un contrôleur financier. Et ils voulaient un VIE pour recruter un... J'ai dit, mais attendez, un contrôleur financier en Thaïlande, il me dit, non, ça fait 1 an qu'on cherche. Je dis, ah bon, ça fait 1 an que vous cherchez. Et j'ai dit, comment vous cherchez? Ben, on a mis des annonces dans JobDB. Bah oui, c'est normal. Je veux dire, il y a une stratégie. Il y a une stratégie des groupes. Il faut être beaucoup plus proactif. Enfin, il y a des choses à faire. On ne cherche pas un cadre ou un employé comme s'il y avait 10% de chômage. Non, il n'y a qu'1% de chômage en Thaïlande. Donc voilà, il y a cette problématique de comment faire rencontrer les besoins des boîtes et les gens qui recherchent des jobs. Et donc c'est mon 3e point. C'est des stratégies différentes. Alors, la moyenne d'âge, elle est un peu plus élevée que dans mes papiers. Mais je vais parler donc pour les jeunes et pour les moins jeunes. Alors, encore une fois, hein, donc on s'occupe des VIE. Je reçois pas mal de coups de fil, de messages de Français qui souhaitent venir, de jeunes Français hein, qui souhaitent venir en Thaïlande. C'est possible. Hein, donc, vous êtes en France, vous souhaitez venir en Thaïlande. Ça fait sens, sauf que ça se prépare. Vous regardez en gros les boîtes qui vous intéressent, vous essayez même peut-être de les contacter, vous préparez votre voyage. Et 2, la Thaïlande, c'est vrai, ça attire, mais il faut avoir une vision ASEAN. Donc ça fait sens d'atterrir sur la Thaïlande, de chercher sur la Thaïlande, mais regardez... Alors, c'est moins évident, mais regardez sur l'Indonésie, regardez sur les Philippines, Malaisie et Vietnam. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie régionale et non pas centrée que sur la Thaïlande. Et ensuite, vous avez les réseaux des CCE qui peuvent vous aider, les chambres de commerce, etc., les chasseurs de tête. Voilà. C'est important aussi de se donner une limite. En moyenne, je pense que c'est 4-5 mois. Au bout de 4-5 mois... clairement, soit votre profil ne correspond pas, c'est clair et net. Si vous avez fait marketing à Nanterre et que vous ne parlez pas anglais, vous n'avez rien à faire en Thaïlande. Donc il y a aussi cet aspect-là. 4-5 mois, voilà. Donc si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Et là, il faut faire attention parce que c'est bien de se tropicaliser, mais pas trop. Et que ça peut devenir une ornière. Et j'ai vu pas mal de jeunes venir en Thaïlande avec des qualifications qui tenaient la route et ensuite accepter des jobs en dessous de 50 000 bahts, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu le risque pour les jeunes qui viennent dans notre pays. Aussi, ça a été une expérience il y a 3 semaines. Un ingénieur production, on lui trouve un job, 120 000 bahts, et il me dit, moi je ne suis pas venu en Thaïlande pour travailler en province 6 jours sur 7. Et j'ai dit, oui, mais quand vous êtes ingénieur, etc., le travail, il n'est pas sur... Les usines, elles ne sont pas sur Bangkok, c'est Chonburi. Et c'est vrai que dans le secteur industriel, moi je le vois dans mon usine, on travaille encore 6 jours sur 7. Donc il y a des réalités en Thaïlande. Il faut vraiment être au courant et savoir que ça se passe comme ça. Négociation. Alors, 50 000 bahts, c'est le minimum.
Mais en plus du salaire, moi je pense que ce qui est pas plus important, mais aussi important, assurez-vous d'avoir une bonne couverture médicale. On est jeune, etc., mais s'il y a un accident, aller dans des hôpitaux dignes de ce nom, ça coûte une fortune. Donc, dans votre négociation, incluez, alors bien sûr, si c'est possible, il y a des boîtes qui le font, le style la CFE, plus une mutuelle, mais il faut vraiment avoir une bonne couverture médicale. Et puis, toujours penser au plan B, à savoir, vous arrivez, mais pensez que si ça ne marche pas ou pas très bien, il va falloir repartir sur l'Europe. Et c'est dommage, c'est de moins en moins vrai, mais ça le reste encore, hélas, aux yeux des responsables des ressources humaines en France, la Thaïlande n'a pas une très bonne image. C'est comme ça, il faut faire avec. Mais ça, il faut l'avoir en tête. Savoir que quand vous avez un job en Thaïlande et que vous dites, vous travaillez en Thaïlande, vous verrez, il y a toujours un sourire. Donc les gens, ils vous imaginent sur une plage, cocotier, Biasing, et puis entouré de... Voilà. Donc c'est important dans votre démarche de prendre des boîtes dont le nom... Alors après, mais voilà, si on travaille dans une boîte internationale, et ça va être la Thaïlande, mais voilà, la boîte est internationale, donc ça va permettre de rebondir. Et puis, oui, bien sûr, pensez au dispositif VIE. Ça, c'était pour les jeunes. Alors, pour les moins jeunes, lorsqu'on arrive en middle management, senior management, trouver un emploi sur la Thaïlande, sur la région, souvent, la meilleure façon, c'est pas de regarder sur la Thaïlande, mais de regarder vers Singapour, regarder vers la France. Savoir que plus votre compétence va augmenter, moins je suis du sud-ouest, moins les décisions vont être prises localement. Et donc, elles vont être prises, dans le meilleur des cas, au niveau du siège régional. Donc, regardez, et généralement là, c'est Singapour ou Hong Kong, ou même au niveau du siège en France. Donc, pour des gens capés, je pense que la meilleure stratégie, même, enfin moi ça fait 23 ans que je suis là, il y a des positions que je découvre au dernier moment. La décision a été prise en France, ils cherchent, ils ne trouvent pas, et après ça arrive ici. Donc en termes de stratégie, c'est pas mal de regarder vers l'Europe. Il y a, alors, Jean-Marie parlait des boîtes chinoises, oui. Ça peut être aussi une autre stratégie. Il y a des groupes automobiles chinois qui s'implantent en Thaïlande et qui n'ont pas toutes les compétences. Ils payent super bien. On travaille avec eux, on est en tier 1, en tier 2. Forvia fournit BYD, etc. Ben pourquoi on ne va pas travailler avec ces boîtes chinoises? Pourquoi on ne va pas travailler chez l'OIM et faire le lien entre les suppliers européens et la boîte chinoise? Donc ça, c'est... Et après, même les boîtes thaïlandaises, ça peut être une stratégie de travailler avec CIPI, avec Central. Ces grands groupes-là investissent énormément à l'étranger, et je pense que des compétences européennes ou françaises, c'est intéressant. La difficulté va être comment connecter avec ces gens-là. Donc ça c'est... Mais, donc voilà, donc c'est ne pas... On a plus d'atouts avec les boîtes françaises ou francophones, mais de ne pas complètement éliminer les boîtes thaïlandaises et les boîtes chinoises. Après, des conseils pratiques, ne jamais envoyer votre CV, ça ne sert à rien. Vous envoyez votre CV, vous voyez une annonce sur LinkedIn, vous vous mettez au même niveau de quelqu'un qui est en Europe ou dans la zone. Non, vous êtes ici. Donc ça, c'est un atout. Donc l'idée, c'est une boîte recrute, le profil correspond au vôtre, essayez justement en réutilisant LinkedIn de trouver un manager européen et le contacter directement. Vous allez envoyer votre CV, il va arriver sur le bureau d'une HR exécutif à l'anglais approximatif, et ça va être la patate chaude, c'est-à-dire qu'elle ne va pas le gérer. Donc vous avez l'impression de faire des choses, de répondre à des annonces, mais en fait, les annonces n'arriveront jamais au niveau du décideur. Donc vous êtes ici, c'est une histoire de réseau, de présence, de connexion, aller vers les gens. Moi, quelqu'un, je cherche, je suis dans une boîte, quelqu'un qui me harcèle 4 ou 5 fois, enfin, ça ne me dérange pas. Ce qui est impoli, c'est de ne pas répondre.
Je dis non, mais voilà, vous n'avez pas le profil. Mais n'hésitez pas. Hein, donc vous êtes ici, vous en profitez. Les contrats locaux, je pense qu'aujourd'hui, un travailleur est mieux protégé en Thaïlande qu'en France. Licencier quelqu'un, c'est pas évident. Hein, donc n'hésitez pas. Un contrat local, après vous ajoutez la CFE, l'école, etc. Mais un contrat local, c'est intéressant. Et puis, pour finir, il y a de nombreux cadres, alors peut-être pas en Thaïlande, mais il y a de nombreux cadres middle management qui sont rentrés à l'issue de la crise du Covid. Alors en Chine, c'est énorme, on est à 30%. Sur la zone, disons 20%. Donc il y a plein de places à prendre. Hein, donc je pense qu'il y a des opportunités. Il faut d'abord regarder ce que vous valez, ce que vous pouvez amener, et investir, regarder sur la stratégie. J'ai vu en bas qu'il y avait deux cabinets de placement. Aller vers des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont une expérience et qui vont vous aider à trouver un emploi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Laurent, merci à tous. Je vais me tourner vers la salle pour prendre quelques questions si vous le désirez. On a des micros, je pense, qui sont à votre disposition. Il nous reste quelques minutes, peut-être une petite dizaine de minutes, hein, Sylvain, je pense. Voilà. Merci, vous m'entendez? Donc je disais bonjour, je m'appelle Aurélien, je suis arrivé depuis quelques jours, quelques semaines en Thaïlande. J'ai la chance d'avoir un LTR, donc la partie digital nomade me correspond tout à fait. Ça a été très compliqué d'avoir un visa de digital nomade avec le BOI. Donc j'ai trouvé ça un petit peu antinomique du coup dans les priorités du TAT de dire on veut entre guillemets se détacher de l'image backpacker mais promouvoir du digital nomade à Koh Phangan. C'était mon premier point et je me disais comment ils peuvent gérer, sachant que ça a été 5 mois de galère pour arriver à avoir un digital nomade, alors que sur un poste avec une position de management et un salaire qui n'est pas celui du backpacker. Donc je ne sais pas s'il y a des clés, on va dire, pour faciliter cette démarche-là au niveau RH ou en fonction du secteur. C'est un peu le problème qu'on rencontre en Thaïlande entre les annonces, les décisions politiques, les volontés politiques, et derrière, qu'est-ce qui se met en place au niveau administratif pour les accompagner. Et dans le cas des digital nomades, on regardait ça avec nos collègues européens, c'est clair et net. On en parle, mais dans les faits, le nombre de gens qui ont pu, et vous avez de la chance, vous êtes le premier que vous êtes une espèce protégée, vous êtes le premier que je rencontre, mais c'est vrai qu'il y a un décalage. Et là, c'est encore une fois, c'est les problèmes administratifs. On est en train de faire venir des jeunes en Thaïlande, de France, et on a un problème avec le consulat Thaïlande à Paris, avec des procédures qui sont lentes. Hein. Donc ça, c'est un peu la face cachée, le côté un peu moins... ça peut arriver. En même temps, vous allez refaire votre permis de conduire, vous prenez rendez-vous en 1 heure. Quand ça se passe bien, ça se passe super bien. Par contre, il peut y avoir des lenteurs, et là, il n'y a rien à faire. Je suis désolé, il n'y a rien à faire. En tout cas, bienvenue. Et vous êtes là, et ça, c'est l'essentiel. D'accord. J'avais une deuxième question qui était plutôt du coup axée sur la partie Veolia, c'est de l'intérêt personnel. Ici, Veolia s'occupe de faire directement ces activités, ou vous êtes là en tant que plutôt un rôle de conseil et d'appui sur des industries locales? Non, aujourd'hui, Veolia, on a une activité de traitement de déchets sur la région de Chonburi, où on fait notamment du traitement de déchets industriels. Et après, Veolia est en train de se développer sur la décarbonisation des industries, essayer justement de répondre aux besoins. Je parlais de ces roadmaps qui ont été dessinés, en sachant que au sein des pays d'Asie du Sud-Est, l'aspect réglementaire ne permet pas de tout faire. Quand on parle d'énergie renouvelable, par exemple, ou
de pouvoir acheter directement l'énergie renouvelable au réseau. C'est quelque chose qui se fait très bien dans certains pays. Mais en Thaïlande, c'est aujourd'hui impossible. Donc choisir son énergie vis-à-vis du réseau n'est pas impossible. Donc il faut trouver des solutions énergétiques au sein industriel. On est principalement ici en Thaïlande sur ces métiers. En Indonésie, nous sommes dans le recyclage du plastique. Et en Malaisie, on est dans la ferme des insectes, où en fait on traite de la drèche de bière avec des larves de black soldier fly pour en faire de l'animal feeding. Et une réflexion que j'avais, Laurent, c'est que autant sur certains métiers, effectivement, la Thaïlande, quand on rentre en France, n'a pas obligatoirement une vision très optimiste, autant sur les métiers de l'agroalimentaire, la Thaïlande est relativement en avance. Et moi, je sais que j'ai au moins deux de mes staffs qui sont partis chez des boîtes agro françaises suite à leur expérience en Thaïlande, notamment sur les traitements de déchets organiques. Merci beaucoup. Alors, merci de cette question. Une précision, le bureau de l'immigration de Thaïlande sera présent à la conférence de 14h, donc on vous invite à rester pour pouvoir poursuivre les échanges. Moi, je voulais remercier Jérôme, surtout d'avoir mis effectivement en avant la fresque du climat. Comme disait Jacques Chirac, la planète brûle et on regarde ailleurs. Et c'est un vrai sujet qui nous concerne tous. Donc, grâce à cet outil en fait ludique, avec de l'intelligence collective et qui développe aussi la possibilité de développer des relations sociales rapidement. D'ailleurs, avec Aurélien et Capucine et Guillaume, on l'a fait. Et même Valérie à ma gauche, on l'a faite hier soir dans un contexte after work et je pense que ça les a bien intégrés dans la communauté locale. Je pense que ce serait vraiment utile que tout le monde la fasse. Ça donne au moins une petite culture générale. Et je sais que chez Veolia, vous l'avez faite et que même un de vos managers, David, qui avait l'industrie de traitement des plastiques, mais qui est reparti en France, était aussi facilitateur comme nous. Donc je vous encourage vraiment à nous aider à trouver des locaux et des communautés pour pouvoir la faire. Nous, on se met à disposition bénévolement quand il s'agit d'ateliers citoyens, avec des rémunérations quand il s'agit de team building ou en entreprise. Et moi-même, je l'ai faite cette semaine également pour les CCE en ligne, donc avec des CCE du monde entier. Ils pourront témoigner de tout ce qu'ils ont appris, notamment Michel Bogier, que vous connaissez bien, qui est à Singapour et qui avait organisé le forum des CCE à Ho Chi Minh Ville. Donc franchement, ce serait dommage de passer à côté. Il y a 1 200 000 personnes dans le monde qui l'ont faite. Et on a des déclinaisons maintenant pour ceux qui sont dans le numérique, le digital, qui sont sur l'impact de tout ce qui est ordinateur, smartphone sur la planète. Et si on ne veut pas se préparer des catastrophes, autant être un peu au courant en avance. Merci. Merci beaucoup. Juste un petit mot. J'ai aussi 2 staffs qui le font en Thaï et qui le font aujourd'hui au sein de leur communauté Thaï. Alors, pas encore au sein des groupes Thaï, mais avec beaucoup de membres de groupes Thaï. Et c'est très bien reçu aussi du côté des cadres thaïlandais qui comprennent bien en fait ces problématiques. La jeunesse thaïlandaise est beaucoup plus réceptive aux problématiques environnementales que leurs aînés. Bonjour, Kashouri Khaled, je suis General Manager chez Forevia. Je gère la partie électronique. J'ai une petite question pour Jérôme. Donc vous aviez abordé le sujet de la taxe carbone en relation avec la roadmap 2030-2050. Je me demandais justement quels étaient les divers milestones et quels étaient les produits en grande de manière générale en application ou prévus pour la Thaïlande. Aujourd'hui, en fait, c'est la première vague de produits, c'est plutôt centré aux alentours des grosses matières premières, type acier, ciment, pas encore totalement le produit tout manufacturé. Donc, et ça, c'est dès 2025. Et ensuite, effectivement, on va aller vers le produit manufacturé. Je n'ai pas tous les détails, mais c'est principalement aujourd'hui sur les matières premières.
Bonjour. Alors, initialement, c'était pour Jérôme, mais je vais essayer d'élargir ma question pour ne pas focaliser. Donc, Pascal Pamler, je suis plus sur marketing et innovation. Et j'aurais voulu un regard sur l'innovation. Comment vous voyez l'innovation? Est-ce qu'il y a des programmes d'innovation dans vos entreprises respectives? Alors, j'avais un focus initialement sur l'environnement, mais d'une manière plus large, dans les ressources humaines ou autres. Est-ce que l'innovation est porteuse en Thaïlande? J'avais noté qu'il y avait l'année de l'innovation France-Thaïlande. Je ne sais pas s'il y a vraiment des résultats. Voilà. Je vais prendre la première minute, si ça ne te dérange pas, Jean-Marie. Je crois qu'il y a quelques semaines où j'ai vu que la Thaïlande avait été classée numéro 1 pour le pays où commencer un business. Et numéro 1 mondial. Alors, connaissant toutes les difficultés qu'il y a de commencer un business en Thaïlande, ça peut être assez surprenant. Mais une des raisons principales, c'est effectivement qu'en fait, le coût pour commencer quelque chose en Thaïlande est très faible par rapport à beaucoup de pays. Les barrières réglementaires sont aussi très faibles par rapport à beaucoup d'autres pays. Et donc, l'innovation est en fait... la Thaïlande peut être terre d'innovation. Et même au sein de nos grands groupes... je vois chez Veolia, on a quelque chose qu'on appelle les seeds, donc les graines, qui sont nos zones innovatrices. Et en fait, en Thaïlande, je parle de la Malaisie, de l'insect farming, mais en Thaïlande aussi, on a des projets innovatifs qui sont innovatifs de temps en temps, même à l'échelle globale, parce qu'effectivement, c'est un pays où il y a une certaine facilité à faire ce genre de nouveaux projets liés au fait à un contexte réglementaire coût qui nous permet de faire ça. Oui, je pense qu'effectivement, la Thaïlande est très compétitive pour faire de la R&D ou de l'innovation par rapport à d'autres régions du monde comme l'Europe. Dans notre cas particulier, nous, on fabrique des boulons qui rentrent dans le béton à partir d'acier. Donc, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans du high-tech. Ce n'est pas la fusée Ariane, c'est sûr. Mais ceci dit, même dans ces secteurs-là, on peut faire de l'innovation. Et je pense que c'est essentiellement un problème pas que de mode, c'est aussi un problème de volonté. C'est-à-dire que si on a envie d'être créatif, on peut être créatif. Et nous, nos créativités, par exemple, c'est de développer des produits alternatifs à l'acier en fibre de verre qui sont utilisés pour les mêmes applications avec des bilans carbone qu'on a déjà calculés, sur lesquels on fait déjà des argumentaires commerciaux. En termes de bilan carbone. En gros, on remplace de l'acier par de la fibre de verre. Ça fait tout de suite une grosse différence dans ce secteur-là. Donc, si on veut, on peut. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que la Thaïlande est un bon ferment parce que, on a dit tout à l'heure, c'est un rapport créativité économique qui est intéressant. Et je pense qu'en plus, la culture et la personnalité des Thaïs, ils adorent ça en fait. C'est être créatif, on le voit bien dans l'art, on le voit bien dans la cuisine, on le voit bien dans plein de domaines. Ils sont naturellement créatifs et donc il suffit de les motiver un peu et ça va vite très bien. D'ailleurs, ils remportent pas mal de prix en publicité. Non, la créativité, alors moi j'ai une autre activité à part le consulting, on est dans la destruction des données, on reconditionne, on revend, donc on est dans l'économie circulaire, et c'est clair qu'on a la même activité sur le Cambodge, le Vietnam et Singapour, et en Thaïlande on n'est pas aidé, donc on travaille sans filet, ça c'est quelque chose d'important, mais on n'est pas empêché. Donc il y a la possibilité d'innover, de développer des boîtes. Après, il faut avoir un peu les reins solides. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie, c'est vrai que innover, dans la culture thaïlandaise, ça passe, mais après, il faut faire attention aussi sur le changement. C'est-à-dire qu'on a une activité et qu'on doit faire évoluer son activité, il faut vraiment accompagner parce que pas mal de vos collègues, vos employés vont être mal à l'aise par rapport à ce changement de direction. Et donc voilà, donc ça s'accompagne aussi pas mal. Et il faut vraiment communiquer pour que les gens vous suivent.
Merci pour toutes ces questions. Peut-être un mot de l'ambassade sur l'année d'innovation ? Oui, merci. Oui, justement, je rebondis sur l'année d'innovation. Alors, comme Jean-Marie, Laurent et puis vous avez, Jérôme, vous avez effectivement mentionné la place de l'innovation dans ce que vous faites. Alors l'innovation, elle n'a pas attendu l'année d'innovation pour se faire en Thaïlande, dans les sociétés, dans les entreprises françaises. Simplement, effectivement, de notre côté, du point de vue de l'accompagnement institutionnel, l'analyse, c'était de donner un chapeau global, d'avoir un fil directeur au cours de l'année 2023 pour mettre en valeur l'innovation dans nos messages. On a un problème quand même global de perception que Laurent a signalé d'ailleurs en parlant sur la Thaïlande vue un peu, sous le prisme d'abord du tourisme en France. Et on a essayé de modifier, de mettre davantage d'innovation dans le viseur, à la fois pour les décideurs français, mais aussi ici en Thaïlande, pour modifier aussi l'angle de perception de la France au-delà de l'angle traditionnel de la gastronomie, des produits de luxe et du tourisme. Donc c'était le but derrière la mise en place de l'année de l'innovation. Alors ensuite derrière, il y a un accompagnement institutionnel, des visites ministérielles, des labellisations d'événements qui se seraient peut-être faits sans l'année de l'innovation, mais qui permettent d'avoir une visibilité. Et pour répondre à votre question sur les résultats, l'objectif en fait, c'est de ne pas faire un coup, une seule année, du one-shot, mais derrière, d'essayer de travailler pour qu'on s'inscrive dans la durée. Donc là, maintenant, on va travailler sur la mise en place d'une formule, genre plateforme de l'innovation. On va voir quelle forme ça va prendre. Il va y avoir la visite de la ministre de la Recherche. Ça sera l'occasion de parler avec les institutionnels de ce qu'on peut faire, mais on veut s'inscrire dans l'accompagnement dans la durée. Merci. Juste sans prendre trop de temps, mais il y a, du point de vue là, du service économique, plus pour nous, il y a vraiment des rapprochements à faire entre la France et la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays qui a une base industrielle très développée, mais vieillissante, c'est qui est le résultat d'investissements qui ont été faits il y a plusieurs décennies. Et la France, toute proportion gardée, aussi. Alors on pense qu'on a un petit coup d'avance sur la modernisation de notre outil industriel et que donc on peut aider la Thaïlande à moderniser son outil et placer là-dedans des entreprises françaises pour les accompagner, pour faire. Donc il y a une vraie volonté d'accompagner un mouvement d'innovation important dans l'industrie thaïlandaise, avec évidemment l'objectif que les entreprises françaises soient en bonne place pour accompagner ce mouvement. Merci à tous. Je pense, Sylvain, qu'on va vous rendre le micro, la salle, ce qui n'empêche pas que je vous invite tous à venir discuter avec nous. Je pense qu'on sera encore là quelques temps. Merci pour toutes vos questions, pour votre intérêt. Merci à mes collègues conseillers du commerce extérieur. Et avec ça, je vous souhaite une excellente journée à l'Alliance française pour cette magnifique organisation. Merci Sylvain, merci à tous. Au revoir. Merci.